Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pendant cette première table ronde auquel j'aurai le plaisir et l'honneur de l'animer avec un parterre de très bons participants auxquels je suis fier d'être présent avec eux. Je vais commencer dans cette partie pour laisser quelques instants à chaque participant de se présenter et après on va démarrer proprement dit le sujet de notre table ronde. Très bien, merci Mehdi, bonjour à tous. Je m'appelle Élodie de Marchy, je suis responsable de la stratégie et des opérations à Kaiko. Avant de rejoindre Kaiko, il y a 1 an et demi, j'ai passé près de 10 ans dans la Silicon Valley où je travaillais en fusion-acquisition pour une boîte de private cloud computing. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 6 ans pour une banque donc en finance traditionnelle qui s'appelle Silicon Valley Bank, qui est la banque de l'innovation. Et à Kaiko, nous sommes un fournisseur de données de marché financières pour la finance digitale. Un peu comme Bloomberg le fait aujourd'hui en fournissant de l'information et des produits dans la finance traditionnelle. Bonjour à tous, Sébastien Paillet. Donc moi, je suis fondateur d'Early Metrics, une agence de notation de start-up et entreprises technologiques. On a créé la société en 2014. Aujourd'hui, on a évalué un peu plus de 5000 entreprises technologiques. On a fait 300 études de marché, dont une bonne quinzaine sur la blockchain. Et on suit à peu près 450 entreprises technologiques cotées sur les marchés d'Euronext. Bonjour, Stéphane Revers, je suis fondateur et CEO de Sunzu Lab, qui se propose de faire de l'analyse de liquidité sur les actifs digitaux, mais proposer plus de transparence aux investisseurs. Et j'ai passé à peu près 25 ans en salle de marché en tant que trader dérivé en différents endroits dans le monde et dans différentes institutions, que ce soit buy-side, c'est-à-dire des banques ou des fonds d'investissement. Bonjour à tous, moi donc, je suis Cédric Tessier, donc, fondateur d'EcoTraffic. Moi là-bas je suis un entrepreneur de la FinTech, donc j'ai monté 2 entreprises dans la FinTech traditionnelle, parce qu'aujourd'hui on va parler crypto. Donc une première boîte qui était une place de marché pour les fonds de private equity, qui était mon métier, qui s'appelle Palico, que j'ai revendu. J'ai remonté une deuxième boîte qui s'appelle FinExCap, qui est une boîte qui fournit des solutions de financement de trésorerie pour les petites entreprises. Et depuis maintenant 1 an, j'ai, comme on dit, suivi le rabbit hole de la crypto. Donc j'ai monté EcoTraffic, donc, qui est une boîte d'investissement. Donc j'investis pour l'instant mon propre argent. Donc j'accompagne des entrepreneurs sur différents projets crypto. Et j'investis aussi dans Précine, voilà, dans cette industrie. Et bonjour à tous, Tanguy Lecalvé, donc je suis fondateur de Goin. Je suis moi aussi issu de la finance traditionnelle pour avoir travaillé en banque d'investissement pendant environ 12 ans. Et avec Goin, on essaie d'apporter les bonnes pratiques de l'asset management au monde de la crypto. Merci à vous pour cette présentation. Et pour finir, et c'est pas fini, mais en tout cas, moi je suis expert branché blockchain chez la startup Alira, auquel on forme beaucoup d'apprenants et beaucoup de spécialistes dans l'écosystème. Nous sommes fiers d'avoir quelques personnes qui sont ici présentes aujourd'hui dans la salle. Je vais commencer avec toi, cher Cédric. On parle du Web 3. Qui dit 3 dit 1, il dit Web 2. Est-ce que tu peux en quelques instants nous éclairer sur le passage du Web 1, Web 2 et Web 3 ? Oui, bien sûr, c'est beaucoup de jargon aujourd'hui. De toute façon, je pense que dans la crypto, il y a beaucoup de buzzwords. C'est quoi le Web 3 ? Déjà, effectivement, pour moi, je symbolise, et à nouveau, je ne m'attribue pas à ce que je vais dire. C'est quand même beaucoup de recherches déjà publiées par des personnes qui sont certainement beaucoup plus intelligentes que moi. Le Web 1, ça a commencé, c'est à peu près 1990-2005. C'était un Web 1, en fait, qui était décentralisé en ce sens où il y avait simplement des serveurs. Pensez à Internet Explorer, pensez à Netscape, des serveurs en fait, qui nous permettaient de lire des informations. Je cherchais en fait une adresse, je cherchais un contact, je lisais ces informations grâce à ces moteurs qui étaient à nouveau, qui étaient quand même décentralisés à la base. 2005-2020, à peu près, le Web 2.0, un web où je ne vais pas simplement lire des informations, mais je vais lire et écrire. C'est un peu ce qu'on appelle le read and write. D'accord ? Donc c'est l'émergence en fait des réseaux sociaux, c'est l'émergence des Facebook, des Instagram, des Twitter, des TikTok. Voilà, donc une sorte de créateur économie, mais dans le cadre de laquelle la valeur est capturée par la technologie, c'est-à-dire par les acteurs de la tech. Ça, c'est le Web 2.0, qui a explosé et qui a créé les mastodontes qu'on connaît tous aujourd'hui. Le Web 3, c'est quoi ? C'est je reviens un peu aux sources, je décentralise à nouveau la technologie et je mets le créateur au centre de cette technologie. Donc c'est un écosystème en fait qui par nature implique une décentralisation et qui fonctionne de telle sorte à ce que toutes les parties prenantes soient alignées pour faire grandir le réseau. Aujourd'hui, personne dans cette salle, à part peut-être pour son ego,
n'a d'intérêt financier à faire grandir sa communauté LinkedIn, Twitter ou Facebook. Le Web3 change ça. L'idée, c'est que la communauté doit pouvoir aligner les créateurs, les utilisateurs, les fournisseurs de solutions technologiques dans un environnement qui, effectivement, fait en sorte que tout le monde y gagne. Donc, c'est ça un peu le Web3. Je te remercie. Donc, si je comprends bien, donc, actuellement, nous sommes dans le Web 2 et nous avons un pied et 4 orteils dans le Web 3, pas encore les 2 pieds. Et en plus, il y a les données et l'utilisation de données. Et je profite de cette aparté et je te pose la question, chère Élodie. On parle des opportunités d'une finance décentralisée, parce que déjà, la plupart des partenaires et les participants sont déjà dans la finance. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots quelles sont les opportunités de la finance décentralisée? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur le lien entre Web3 et DeFi, ou finance décentralisée. On parle souvent de révolution quand on parle de Web3 ou de finance décentralisée. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus où, comme tu le disais tout à l'heure, on parlait du Web 2 pour l'échange d'informations. Et ce que le Web 2 vous a apporté à vous et à moi, c'est de pouvoir échanger de l'information de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus économique. C'est beaucoup moins coûteux de passer par la poste comme avant plutôt que d'envoyer un email. Moyen de s'exprimer également. Ce que le Web 3 et la finance décentralisée proposent, c'est l'échange de valeurs. Et on parle de révolution dans ce sens-là. Si vous, comme vous et moi, vous le savez, c'est les Vénitiens qui ont inventé le registre de compte au XVIe siècle. Depuis, on n'a pas de moyens différents. On va plus vite, certes, mais il n'y a pas eu de vrai changement ou de révolution dans la finance. Et c'est ce que la blockchain, ce qu'on appelle Distributed Ledger Technology, DLT, va pouvoir permettre. C'est un échange de valeurs qui est beaucoup plus fluide. Donc quand on parle de décentralisation du Web 3, réellement, c'est que tout le monde, à la portée de chacun, d'échanger de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et de manière beaucoup moins coûteuse. Donc imaginez par exemple aujourd'hui, vous voulez m'acheter un appartement. Aujourd'hui, on va passer par une banque qui va certifier que vous avez suffisamment d'argent sur votre compte pour pouvoir acheter ce bien. On va passer par un notaire pour certifier la propriété de ce bien pour pouvoir permettre l'échange. Dans le Web 3, toutes ces informations sont déjà dans l'écosystème. C'est dans la finance décentralisée. Donc on va pouvoir, de manière beaucoup plus simple, pouvoir acheter un appartement au lieu de mettre 3 mois, on peut faire ça en 3 minutes. Je caricature, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc maintenant que vous comprenez, le Web 3 permet justement, grâce à la tokenisation des biens, non seulement de rendre des actifs qui sont alternatifs aujourd'hui beaucoup plus liquides, on va réellement créer de la valeur, permettre une certaine fluidité dans les échanges. Vous comprenez que quand on parle d'échange, on parle de prix. Et c'est pour ça qu'on parle de finance, c'est pour ce qu'on propose à Kaiko, c'est de fournir un prix de référence pour tous les actifs financiers qui vivent sur la blockchain. Donc c'est dans ce sensla où on parle de Web3, on parle de finance décentralisée, parce que pour échanger cette valeur, ça passe par un écosystème qui est complètement nouveau, qu'on est en train de développer. Et on parle aussi de crypto, puisqu'il faut un token pour pouvoir échanger et faire circuler. C'est un élément de cet écosystème qu'on est en train de créer. Et quand on parle de data, de données, comme tu me le disais, Mehdi, c'est extrêmement important, parce que je vais rajouter un élément là-dedans. Quand on parle de Web3, on parle de finance décentralisée, on parle aussi de ce qu'on appelle les smart contracts, des contrats intelligents, qui vous permettent de programmer dans la blockchain. Un truc très simple, ceux qui connaissent les formules Excel ou VBA savent que si cet élément se passe, alors cet élément va se passer. Ça, c'est très simple à mettre en place dans un contrat intelligent. Et pour faire le lien entre la réalité et entre la blockchain, il faut ce qu'on appelle un oracle, et ça passe par de la donnée, l'information. Et c'est ce qu'on fournit à Kaiko aujourd'hui, c'est de la donnée financière de qualité, qui soit fiable, qui soit auditable, puisqu'elle va power tout cet écosystème et permettre de le mettre en action et de l'activer. Merci beaucoup, Élodie. D'ailleurs, j'en profite de cette transition et je passe plus ou moins la même question à Tanguy, un petit peu différente. Quel serait l'impact du Web3 sur l'exploitation de la donnée? Donc on le voit bien, le Web3, la promesse du Web3, c'est de rendre la propriété de la donnée aux utilisateurs du web. Et donc si on simplifie un peu le schéma, on va avoir des utilisateurs qui vont avoir une ou plusieurs identités numériques qui sont représentées par un identifiant et un mot de passe ou une clé publique et une clé privée, et qui vont avoir des portefeuilles qui vont contenir de la valeur, et cette valeur sera leurs données personnelles, sera des actifs numériques, sera des artefacts par exemple pour jouer dans tel ou tel jeu, et chacun va pouvoir échanger ou prêter ces actifs à des tierces parties directement, donc ou indirectement d'ailleurs, en fonction de si on joue dans un jeu ou pas.
Donc on voit bien que toute cette donnée qui est aujourd'hui concentrée dans un certain nombre d'acteurs, les GAFA, qui ont fait des fortunes avec cette donnée récemment, il va y avoir de plus en plus de concurrence finalement dans l'exploitation, de la possibilité d'exploiter cette donnée et de la monétiser pour les utilisateurs finaux. Donc ça va ouvrir le marché de la donnée et le rendre accessible à tout le monde. Et ça va permettre à chaque utilisateur de pouvoir monétiser sa propre donnée. Voilà pour moi. Donc l'impact du Web3 sur l'exploitation de la donnée risque d'être incroyablement fort. Merci beaucoup Tanguy. D'ailleurs, dans la dernière phrase auquel tu as évoqué, on a bien compris que les GAFAM ne sont pas et ne restent pas inactifs. Donc quelque part, ce Web3 les dérange et les perturbe. J'aimerais bien passer la parole à Stéphane Révéré pour dire, est-ce que la crainte des GAFAM est vraiment justifiée par le Web3 ou pas? Alors, il faut un esprit contradicteur ici, donc je jouerai cet esprit contradicteur, je pense que tu l'as bien compris. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut commenter sur ce qui a été dit. Il y a une grande confusion qui me semble fondamentale. On parle de décentralisation et de désintermédiation, ce sont deux choses différentes. L'une des grandes choses que fait la blockchain, c'est décentraliser et désintermédier, mais ça n'a pas le même impact, notamment dans la finance. Et quand même, il faut se poser la question, si désintermédier la finance, ça amène quelque chose. On a beaucoup de discours qui prônent une désintermédiation complète, sauf que l'intermédiaire joue un rôle, et notamment il joue un rôle de protection du petit porteur. Donc moi, je mets sur la table l'idée que désintermédier, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Notamment, je reviens sur l'exemple de l'appartement. Est-ce qu'acheter son appartement en 3 minutes plutôt qu'en 3 mois, c'est une bonne chose? Il faut quand même se poser la question. Et l'acheteur de l'appartement comme le vendeur sont protégés par la procédure et le temps que ça prend. Et donc passer à 3 minutes, c'est pas nécessairement une bonne chose en termes de protection de chacune des deux parties de la transaction. Et je trouve que cette question n'est jamais posée en fait. On considère que s'il est acquis que passer à 3 minutes, c'est une bonne chose, c'est pas vrai. Alors ensuite, sur les idées générales des GAFAM et du Web3, moi je suis extrêmement sceptique sur le Web3 pour plusieurs raisons. La première, c'est que la techno dans laquelle on vit aujourd'hui évolue sur des effets d'échelle et des économies d'échelle qui sont absolument monstrueuses. Ce que ça veut dire que l'utilisateur N+1 coûte moins cher que l'utilisateur N quand je suis dans un écosystème fermé. Donc ça, c'est l'économie d'échelle des Facebook, des GAFA, des Apple, des Google, etc. Et ces gens-là, la raison pour laquelle ils dominent, c'est parce que ces économies d'échelle sont extrêmement fortes. Est-ce qu'elles seront préservables dans un Web3 où on nous dit que la donnée est décentralisée et donc il y a un effet d'échelle qui disparaît? Je ne pense pas. Et donc la conséquence pour les investissements industriels, c'est qu'ils vont probablement baisser, en tout cas être moins efficaces. Et nous, on va en souffrir au premier lieu. Et l'autre partie de l'équation, c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur se préoccupait de sa donnée, on n'aurait pas de Google, on n'aurait pas de GAFAM, on n'aurait pas des géants du web qui dominent. L'utilisateur ne se préoccupe pas de sa donnée, ce qui est un énorme problème dans nos civilisations, dans nos sociétés. Et donc le Web3, on nous dit ça va changer ça. Oui, mais est-ce qu'il y a de la demande? La raison pour laquelle mon Google, moi je suis sur Android, a une valeur pour moi, c'est parce que mon voisin est sur Android. C'est parce qu'on me fait des recommandations. C'est parce que l'information circule. Elle circule dans un écosystème privé dans lequel la valeur ne m'appartient pas et m'échappe, et dans lequel quelqu'un gagne de l'argent sur le dos de cette donnée, mais enfin elle circule quand même et elle change ma vie. Ceux qui ont essayé de passer d'un Android à un Apple le savent. C'est un enfer, et dans les deux sens, c'est un enfer. Et donc le fait qu'on vive dans des écosystèmes fermés, qui soient privés, mais qui sont quand même fermés, ça change nos vies. Et est-ce qu'on est prêt, nous, individuellement, à faire l'effort de sortir de ce carcan qui a une valeur de simplification absolument colossale? Moi, j'ai d'énormes doutes là-dessus. Je demande à voir. Si on était prêt à le faire, il s'agit d'arrêter de le faire. Et vous pouvez utiliser une messagerie qui n'est pas celle de Google. Vous pouvez utiliser une cartographie qui n'est pas celle de Google. Vous pouvez utiliser un agenda qui n'est pas celui de Google. Et vous verrez que vos vies vont changer. Moi, j'ai essayé. C'est un enfer. J'ai renoncé. Et donc, je suis devenu un citoyen civilisé de l'écosystème Android. Et donc, j'ai renoncé à une partie de mes libertés. En tout cas, j'ai renoncé à une partie de mes données. Et je sais qu'elles sont exploitées ailleurs et qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dessus. Mais sauf que ça simplifie tellement ma vie que je n'ai pas fait l'effort de faire autrement. Et donc le Web3, quand on me dit ça va changer ses habitudes, il va y avoir de la donnée qui va appartenir, des communautés qui vont se former, moi je suis extrêmement sceptique parce que je ne vois pas, au niveau de la société et des utilisateurs, la demande. Et du côté des investissements, je ne vois pas comment on fait pour avoir des économies d'échelle dans un système comme ça. Et donc je me pose beaucoup de questions. Et je suis extrêmement sceptique, sans compter tout ce qu'on peut dire sur la blockchain et sur les applications financières de la blockchain, mais ce n'est pas le propos. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire qui sont
Enfin, il y a beaucoup de fausses vérités dans le discours ambiant sur le fait que ça va simplifier nos vies, sur le fait que c'est plus fluide. Non, ce n'est pas plus fluide. Non, ce n'est pas moins cher. Non, ça ne fonctionne pas mieux. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont, quand on les confronte à la réalité, qui sont très approximatives. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup. En tout cas, dans une table ronde, plus on a des contradicteurs, plus les auditeurs sortiront grandis, parce qu'il y a quand même un débat d'idées. En tout cas, les révolutions, et je suis d'accord, parfois on ne peut pas les anticiper, mais en tout cas, si les personnes sont là, c'est qu'ils croient peut-être à cette révolution Web 3, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'elle soit positionnée. D'ailleurs, dans cette révolution, on a l'émergence de beaucoup de projets. Et c'est une question que je me tourne à toi, Sébastien Payet. Comment, avec cette révolution, on pourrait, l'appréciation de la donnée, comme il l'a dit Stéphane tout à l'heure, comment on identifie le sérieux pour un projet sérieux dans un écosystème de Web 3, s'il te plaît? Merci Mehdi pour la question. Effectivement, je vais revenir sur ce que disait Tanguy, c'est qu'en ce moment on voit une prolifération de projets. Avec le Web 3, on rend plus accessible un certain nombre d'actifs. Et pour lier avec le titre de l'Internet du peuple par le peuple pour le peuple, je pense que aussi beaucoup de gens ont accès maintenant à de plus en plus d'actifs dans lesquels investir au travers justement de la blockchain. Et puis, on peut voir que ce n'est pas encore un environnement très stable, donc pour pas mal de raisons. Et effectivement, je voulais revenir sur quand on préparait la conférence, je voulais revenir sur ces points-là parce qu'on voit en fait des choses assez fondamentales sur lesquelles il faut bien se reposer quand on décide de partir investir ou même de participer à un projet de blockchain ou de crypto. Effectivement, on voit ces derniers temps l'effet FOMO qui arrive assez souvent. Et donc, en fait, quand nous, on regarde des projets dans la crypto, il y a des choses assez simples qu'il faut savoir regarder pour pouvoir s'assurer qu'on ne mette pas l'argent dans des endroits qui sont un peu troubles. Et encore une fois, l'effet FOMO peut amener de temps en temps à des décisions rapides et qui entraînent des pertes importantes. Et ces pertes importantes peuvent être préjudiciables pour l'environnement dans lequel on est en train de créer pas mal de cas. Et donc nous, c'est vrai quand on étudie ces projets, il y a 3 dimensions qui sont pour nous hyper importantes à regarder. Déjà, le premier, il y a la technologie. La technologie dans le monde de la blockchain, du Web 3, beaucoup de technologies sont en train d'évoluer. Ça évolue très vite. On voit là même en ce moment Ethereum qui est en train de faire beaucoup de communication sur son passage de Proof of Work à Proof of Stake. C'est des changements qui sont importants. On a eu aussi le cas récemment de l'USDT qui était un algorithme stablecoin, donc pas un stablecoin classique, mais avec une particularité, c'est qu'ils essayaient de reproduire les marchés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rentrez dans des projets de crypto ou de Web3, essayez de comprendre les technologies pour comprendre si c'est quelque chose qui est déjà stable, qui a déjà montré une certaine pérennité et une certaine solidité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tenter, mais vous êtes très early dans le projet, donc il faut assumer un niveau de risque important. Si la technologie est plus stable et si, par exemple, on rentre sur des blockchains publiques qui ont été construites par des Goldman Sachs ou par des sociétés générales, là, on peut s'attendre à un petit peu plus de robustesse. Donc voilà, donc, l'aspect technologique, c'est quelque chose à regarder de façon importante. Le deuxième point, c'est tout ce qui est l'équipe. Parce que c'est vrai que quand on voit un projet, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Tanguy qui citait les artefacts, quand on est sur OpenSea, qui est une plateforme qui vend, qui distribue des NFT, effectivement, on a l'impression que c'est accessible à tout le monde et qu'en achetant l'image qui apparaît la première sur le site internet, on va faire une plus-value énorme. En fait, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est que potentiellement, il va y avoir quelques images qui vont valoir beaucoup, ou d'autres cryptos, parce qu'il y a des émissions de tokens qui peuvent se faire sur cette plateforme aussi, ou sur d'autres. Et donc, ce qui est assez important, c'est de regarder l'équipe. Qui est-ce qui a monté le projet ? Et ça, il faut être assez attentif, parce que c'est eux qui vont en fait driver le fait qu'il va y avoir derrière une continuité sur le déploiement de leur outil, de leur œuvre, si c'est plutôt artistique. Et ça, il faut comprendre en fait dans quel positionnement se met le fondateur, le créateur du projet, qui va devoir déployer beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour assurer un environnement stable et s'assurer que les personnes qui contribuent au projet en achetant les œuvres ou en participant aux ventes de tokens puissent s'y retrouver. Donc ça, il faut être assez attentif sur l'équipe, les comprendre, les regarder. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir évaluer ça.
La première, c'est regarder leur profil LinkedIn, aller fouiller leur white paper quand ils sont disponibles. C'est assez important et ça donne quand même une très bonne compréhension de la qualité de l'équipe. Voilà. Et le troisième point, ça va être quelque chose qui est assez important, qu'on voit beaucoup depuis l'émergence des ICO en 2017, c'est la création de communautés. Et ça, je pense, au même titre que la technologie, c'est quelque chose sur lequel il faut passer pas mal de temps, parce que les projets qui fonctionnent le mieux, en général, c'est des projets qui ont des communautés très fortement engagées. Et c'est aussi la beauté du Web3, c'est que ça va permettre l'émergence de personnes qui ont la capacité d'influer sur des marchés, sur leurs problématiques, sur leur niveau d'expertise, de pouvoir vraiment bénéficier et récolter les fruits justement de leur influence. Et en général, les succès des gros projets autour du Web3 qu'on voit aujourd'hui reposent sur une communauté très très forte. Enfin, c'est le cas de Ethereum, c'est le cas du Bitcoin, c'est le cas de tous les projets, tous les artistes qui fonctionnent très bien, c'est des artistes très engagés. Et donc ça, pour regarder si le projet est bien ancré avec une communauté forte, il faut aller sur Twitter. En général, c'est un outil de communication très fort. Et aussi, ils utilisent beaucoup les plateformes Discord. Donc Discord, c'est une sorte de Slack dans lequel on peut accéder. Et à travers de ça, on arrive justement à comprendre toute la roadmap aussi du projet, comprendre si la communauté est engagée, s'il y a un relais, parce que c'est cette communauté qui va créer le prix au fur et à mesure et qui va créer la richesse du projet dans le long terme. Donc voilà, en quelques mots, comment nous on regarde ce prisme. Merci beaucoup. En tout cas, ce que tu nous as résumé, c'est les bonnes pratiques pour la gestion de projet, chefferie de projet qui est vraie dans tous les projets. En même temps, elle est vraie aussi pour le Web 3.0. Je profite de cette perche que tu as lancée et je vais rebondir avec toi, cher Cédric, en te disant, côté investisseur, on a quand même les bases et comment on pourrait faire pour vraiment investir dans le Web 3. Quelles sont selon toi les opportunités lorsqu'on a un auditoire européen, français et même au-delà pour le Web3? Qu'est-ce que le Web3 selon toi? Et après, je vais passer la parole à d'autres intervenants pour essayer de réagir. Quelles sont selon toi les opportunités offertes à différentes populations dans le monde par le Web3? Elles sont énormes. Et là, pour le coup, je vais être assez peut-être dans la controverse. Je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Stéphane. Je pense que les opportunités sont énormes. Je pense qu'elles sont énormes dans le moyen long terme, certainement pas aujourd'hui. Le Web 3, c'est un terme en fait qui est extrêmement récent. Il faut quand même juste positionner l'évolution technologique déjà dans l'évolution de l'humanité. Internet est apparu au début des années 90. Le Web 2.0, c'est à peu près à nouveau 2000-2005. Le Web 3, c'est un mot qu'on utilise depuis quoi? Depuis 24 mois. Donc il faut quand même garder juste un petit peu ces perspectives. Les opportunités sont énormes si on a un cadre qui est mieux réglementé. Oui, est-ce que c'est bien d'acheter une maison en 3 minutes versus 3 mois? Peut-être pas dans l'écosystème actuel, parce qu'effectivement la réglementation n'est pas suffisante et qu'on n'est pas certain effectivement d'acheter le bien à la bonne valeur auprès de la bonne contrepartie. Mais guess what? La réglementation, elle va venir. On sait très bien, pour que le Web 3 devienne ce qui moi, à mon avis, sera la norme, devienne ça, il y aura plus de réglementation, il y aura plus de sécurité. Les utilisateurs vont devoir être protégés. Mes actifs, qu'ils soient mes actifs physiques, immatériels ou digitaux, vont devoir être protégés. Et tous les acteurs de place aujourd'hui travaillent ensemble. Alors, il n'y a pas toujours la même vitesse. Tout à l'heure, voilà, on avait l'expérience suisse qui nous était présentée par WICAN. Mais en tout cas, aujourd'hui, les régulateurs travaillent pour qu'il y ait un cadre réglementaire qui permette l'émergence de cette technologie-là comme une émergence qui devienne la norme. Et il y a un point qui est très important à garder à l'esprit, c'est que le Web 3, et là, vraiment, j'attends l'argument contraire, pour 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des comptes bancaires ou à des moyens de paiement, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Si aujourd'hui, moi, je peux vous donner un nombre d'exemples, pas illimité, mais en tout cas suffisamment important pour vous convaincre. Si aujourd'hui, je vais au Nigeria sur un marché et que je veux acheter une œuvre d'art, si je n'ai pas un wallet avec des stablecoins, donc USDC, USDT, peu importe, pour acheter l'œuvre d'art, je ne peux pas l'acheter. C'est très simple. Il n'y a pas de moyen de paiement en carte de crédit. La monnaie
est inflationniste à des niveaux en fait où ça n'a aucun sens de l'utiliser, je n'ai pas de moyen de le faire. Donc le Nigeria aujourd'hui, d'ailleurs c'est un cas d'école, hein, c'est 13% de la population au Nigeria utilise aujourd'hui la crypto-monnaie comme seul moyen de paiement. Donc est-ce que effectivement on est dans un cadre où tout va bien, c'est la land dans le Web3? Non, il faut de la réglementation, il faut de la coopération, il faut effectivement que les acteurs du Web 2 s'engagent aux côtés des acteurs du Web 3. Je pense qu'on ne peut pas accepter simplement parce que c'est facile d'utiliser Facebook, Twitter, Android, Apple Store. On ne peut pas accepter qu'ils gardent 40, 50, 60 ou 70% de la valeur. Ce n'est pas logique. Il y a quelque chose qui est un aveu de faiblesse que en tout cas, moi je me battrai pour que cet aveu de faiblesse-là ne devienne pas la norme. Donc je pense que les opportunités sont énormes. Il y a un autre point aussi que le Web3 apporte, à nouveau, et Sébastien le mentionnait, c'est ce sens de la communauté. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup en fait de DAO. Donc DAO, c'est-à-dire c'est des organisations décentralisées autonomes. Il y a à peu près 200 DAO dans le monde qui fonctionnent, qui en l'espace de 2 ans gèrent déjà plus de 10 milliards de dollars. Donc c'est pas grand-chose Oui, quand on compare ça avec la TradFi, tout ça et tout, c'est pas grand-chose. Mais ce sont des personnes qui sont impliquées. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans notre économie? Et je parle de l'économie même au sens sociétal du terme. C'est qu'on ne se sent pas impliqué. Il suffit de voir le taux d'abstention à des élections présidentielles en France. On ne se sent pas impliqué. Le Web3 nous apporte cette possibilité de se dire « je vais être partie prenante, je n'accepte pas que ma donnée, mon identité soit monétisée par des personnes tierces et que je n'en retire rien. Donc je vais m'impliquer dans ce qui m'intéresse et je vais être rétribué à hauteur de ma contribution. » Ça, je trouve que c'est révolutionnaire. C'est un changement de paradigme qui ne viendra pas demain. Mais par contre, moi, je ne céderai pas à la faiblesse de me dire que la facilité implique que j'accepterai le statu quo. Merci beaucoup. En tout cas, je vais rebondir par rapport à la dernière phrase et je vais te laisser la parole, cher Tanguy. Qu'est-ce que, selon toi, pour l'instant, sont limitantes à cet avènement du Web3? En plus ou moins, qu'est-ce qu'il pourrait faire accélérer l'avènement du Web3? Et après, Donc on voit bien finalement que le Web3 va transformer Internet comme une immense plateforme de transfert de valeur. Donc ça va être un marché gigantesque et comme je le disais, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la donnée est un actif qui a énormément pris de valeur dans les années récentes. Donc les facteurs limitants, c'est est-ce que la technologie, je pense aujourd'hui, n'est pas encore capable d'absorber tous les flux de transactions et de données qui transitent par Internet. Donc il y a un vrai sujet de scalabilité des blockchains pour qu'elles puissent être appliquées dans le cadre du Web3 et absorber et enregistrer toutes les transactions qui sont réalisées. Le deuxième point, et Cédric en a parlé rapidement, c'est que tout ça n'est pas réglementé, qu'on est sur des mécanismes qui sont extrêmement nouveaux pour tous les gouvernements et pour la justice. Et donc, quand on a un marché qui prend autant de valeur, qui va représenter des milliers de milliards, il n'est pas concevable que les transactions qui soient réalisées sur ce marché ne soient pas contrôlées par les autorités et que lorsqu'il y a des problèmes, la justice ne puisse pas condamner les voleurs ou les hackers, etc. Donc il y a pas mal de... C'est très nouveau, il y a beaucoup de chantiers en cours et comme on parle d'actifs qui vont couvrir, on l'a vu précédemment, des actifs numériques qui représentent des titres financiers, des actifs numériques qui représentent de la donnée, on a des cas d'usage qui sont extrêmement variés et le chantier réglementaire est extrêmement important. L'autre limitation, c'est que donc on parle de totale décentralisation, donc déjà ne serait-ce que par l'aspect de la réglementation et la nécessité d'avoir des lois qui régissent ces transactions. Je pense qu'on ne peut pas aller totalement vers la décentralisation. Et l'autre chose, c'est qu'on est encore sur des technologies qui sont extrêmement complexes. Il y a très peu de gens qui savent
se créer un wallet, qui savent analyser les transactions qui sont dans la blockchain. Et donc à la fin, on revient sur l'utilisation de plateformes. Donc OpenSea, par exemple, qui gère tout le marché des NFT ou les exchanges centralisés qui permettent du coup à des non-initiés de s'échanger des actifs numériques. Donc ça, c'est aussi une limitation à la vision qu'on a du Web3 comme une grande place décentralisée. Je pense en fait que la vérité est un peu au milieu. La décentralisation, c'est parfait pour qu'il y ait une transparence totale sur toutes les transactions qui sont réalisées sur cette immense plateforme qu'est Internet, et que chacun puisse du coup savoir pourquoi son information a été utilisée et en avoir les bénéfices. Et c'est déjà énorme puisque ça ouvre le marché de l'exploitation de la donnée, comme on le disait tout à l'heure. Et pour le coup, là, autant j'entends ce que dit Stéphane sur les économies d'échelle et la nécessité d'avoir des acteurs qui sont gros, mais moi je pense que l'innovation et le progrès se fait aussi le progrès se fait aussi par l'innovation et donc l'ouverture à la donnée au plus grand nombre. Donc voilà les trois grandes limitations qui pour moi sont encore empêchent l'avènement du Web3. Merci beaucoup Tanguy. Je vais repasser la parole à cher Stéphane River en te posant une question qui pourrait plus ou moins faire une synthèse des doutes par rapport à cette révolution. En te posant une question, comment proposes-tu la cohabitation des deux systèmes, l'actuel et le nouveau? Tu as gardé les questions les plus simples pour la fin, dis donc. Je vais parler de ce que je connais parce que je ne suis pas un avocat en droits fondamentaux, donc on va laisser les libertés publiques en dehors de ça. Moi, je vais parler de la finance essentiellement. Alors, je voudrais juste faire un commentaire. Je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable qu'on ait une propriété de la donnée. Je dis que l'utilisateur lambda, pour l'instant, n'est pas en demande. Et c'est pour ça qu'on a des GAFAM comme ça. Mais, donc, fermeture de parenthèse. Donc, je suis aussi très demandeur de ça. Mais je pense que le prix à payer en termes de confort personnel est tel qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'utilisateur lambda fragmenter sa donnée, accepter un système totalement différent et renoncer aux bénéfices que sont les économies d'échelle d'un côté sur les investissements et les économies de réseau de l'autre. Parce qu'en fait, ce sont les network effects dont on parle. Et toutes les communautés qu'on a évoquées, elles ont des effets économiques qui sont assez bien connus, qui ont été étudiés. Ce sont les network effects, c'est-à-dire qu'une communauté avec N+1 utilisateurs a plus de valeur qu'une communauté avec N, et l'incrément augmente à mesure que le nombre augmente. Fin de parenthèse. Donc pour répondre à ta question, dans la finance, la réponse est assez simple. Aujourd'hui, je vais le dire de manière provocative, il faudra me pardonner ou pas, le Bitcoin, les actifs digitaux, ce sont des actifs marginaux. En termes de montant, en termes de technologie, c'est marginal dans la finance. Pour s'en convaincre, il faut regarder les montants en jeu qui ont d'ailleurs beaucoup baissé. Il y a 1500 milliards, entre 1000 et 1500 milliards d'actifs digitaux. Il y a 80 à 90 trillions, donc milliers de milliards de capitalisation boursière, il y a des centaines de trillions d'obligations en circulation. Enfin bref, l'épargne mondiale, notamment dans les économies développées comme les États-Unis, où l'État ne joue pas son rôle d'État-providence comme en France, donc il y a de l'épargne pour l'éducation, il y a de l'épargne pour la santé, il y a de l'épargne pour la retraite. Les montants d'épargne investis dans les instruments financiers traditionnels sont sans commune mesure. Donc c'est marginal. Okay, là-dessus, il n'y a pas débat. L'hybridation se fera au travers de la régulation. Bon, effectivement, la régulation doit évoluer. Un système décentralisé, le régulateur ne peut pas concevoir un système décentralisé. Ça ne marche pas dans son référentiel. Il a besoin de quelqu'un à qui il peut faire porter la responsabilité. Et l'absence de recours du régulateur face à quelqu'un, l'absence de fonds propres, parce que c'est une notion qui est extrêmement importante dans la finance, ce sont des choses qu'il ne sait pas gérer. Voilà, il faut être honnête, il ne sait pas gérer, puis il n'a pas envie de gérer. Pour d'autres raisons, il n'a pas envie de bouger. Donc là, il faut les secouer, c'est sûr. D'un autre côté, sans régulation, la protection de base financière accordée aux petits porteurs, à Madame Michu, parce que c'est ça dont on parle. Le régulateur, dans la vie, il n'a qu'une fonction, c'est de faire en sorte que le petit porteur ne puisse pas se faire dépouiller par quelqu'un qui lui raconte qu'il lui vend la lune. Cette protection de base, elle ne sera possible que lorsque la régulation se sera adaptée, et ça va demander un effort des deux côtés. Il faut que les régulateurs étudient, évoluent, il faut que les puissances publiques évoluent, il faut que l'écosystème crypto évolue aussi.
On ne peut pas avoir un écosystème crypto qui clame que l'équation innovation, enfin l'investissement dans l'innovation doit revenir à un standard dégradé sur la protection du petit porteur. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Dans certaines mesures, les messages qui émanent de l'écosystème crypto sont « c'est tellement innovant que tu dois nous laisser jouer ». Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas te laisser jouer avec l'argent du petit porteur. Il faut que tu fasses un effort. Mais toi, pars avec ce que moi je connais de l'autre côté et après on discute. Et après, je te donnerai accès à l'épargne du petit porteur. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc la réponse à la question, l'hybridation ne se fera que quand les deux auront mis un peu d'eau dans leur vin, quand il sera possible effectivement de transacter des actifs digitaux beaucoup plus facilement et que les écosystèmes crypto accepteront l'idée que se défront de certains idéaux libertaires qui aujourd'hui entravent la conversation et polluent un peu la conversation. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais en tout cas, ta voix, elle est intéressante et sage, qu'il faut absolument l'écouter. Moi, j'ai envie de revenir avec toi, Élodie, en te posant une question par rapport à ce fil rouge que cette belle table ronde nous a un petit peu donné. Quelles sont, selon toi, la meilleure façon d'accélérer le déploiement du Web3 ? Oui, tout à fait. Et je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Stéphane, parce que c'est vrai que quand on parle tout à l'heure de la proposition de valeur du Web3 et de la finance décentralisée et du fait qu'en effet, on n'a pas besoin de résoudre de faux problèmes. Et je suis d'accord avec toi. En revanche, il y a un certain pragmatisme dont on va devoir faire preuve pour justement s'attaquer à de vrais problèmes. Tu parlais par exemple de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui et l'adoption qui était plus rapide au Nigeria, en Turquie, en Amérique latine, c'est parce que c'est pas du zèle, c'est de la nécessité de ces populations justement de trouver un moyen d'échange et de conserver la valeur de leurs biens, d'avoir travaillé toute une vie et d'avoir toutes tes économies partir en fumée parce que justement l'inflation est telle au Venezuela que il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est vraiment une nécessité pour certains pays, que ce soit par inclusion financière dont tu parlais tout à l'heure, Cédric, ou simplement en termes de se protéger ou de protéger la valeur qui a été accumulée. C'est la première chose que je veux dire. Tu parles d'accélérer l'adoption du Web3 ou de la finance centralisée. Pour moi, il y a plusieurs éléments. Je propose là uniquement des éléments de réponse. La réglementation est extrêmement importante. Il y a de nombreux apprentissages qu'on peut tirer de la finance traditionnelle. On a vu la crise des subprimes de 2008 et d'autres crises financières où il faut tout à fait protéger des individus. Donc il y a tout à fait un apprentissage à tirer de la finance traditionnelle, de regarder des vrais problèmes, pas simplement essayer d'aller plus vite ou d'essayer simplement d'utiliser cette nouvelle technologie qui est transparente, qui est trust, où la confiance est placée à un autre niveau. Donc c'est trouver des vrais problèmes, être pragmatique, tirer des leçons du passé et réglementer en conséquence. Pour moi, seraient les premiers éléments. Et le dernier, simplement d'un point de vue financier également, on n'est pas aujourd'hui d'un point de vue infrastructure. On n'a pas une infrastructure en place qui permet une adoption massive. Donc, il y a, d'un point de vue technologique, comme vous le disiez un peu plus tôt, encore beaucoup de progrès à faire pour passer sur une adoption beaucoup plus importante de cet écosystème. Merci beaucoup, Élodie. Là, je vois que le temps avance et que la thématique, elle est très intéressante. On peut passer sincèrement toute une matinée, tellement les sujets sont vraiment intéressants. Là, je vais passer plus ou moins la dernière question. Je vais faire un tour de table en quelques lignes ou quelques mots, parce que si chacun peut prendre 5 minutes, on pourra déborder. La question que je vous pose à tous, le Web3 pour le peuple, parce que quelque part, on est des investisseurs, on est des salariés, on est des entrepreneurs, mais aussi la thématique du peuple. Pour vous, le Web3 est une utopie ou une réelle révolution? Quel est, selon vous, en tour de table, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que le débat était riche, intéressant, avec une contradiction d'éléments. Donc j'aimerais bien que chacun prenne la parole. On peut prendre par toi. Voilà. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une utopie? Non, clairement, c'est une révolution. On en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Personnellement, je pense que l'adoption, va passer aussi par l'adoption de wallets. Aujourd'hui, le pourcentage de la population qui a des wallets est extrêmement faible. Donc le transfert d'informations d'un wallet à un autre est difficile. Et on peut prendre le parallèle du mail il y a 20 ans, 30 ans de ça. Quand les premières personnes avaient un mail, ils pouvaient l'envoyer qu'à eux-mêmes ou à quelques personnes qui en avaient déjà. Et ensuite, à partir du moment où il y a eu des adoptions, des cas d'usage de plus en plus importants, on a eu une accélération des cas d'usage du transfert d'informations de mail. Et puis ensuite, ça a vu l'émergence aussi des réseaux sociaux. Et je pense qu'on est à peu près dans cette période avec le Web3. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer de plus en plus de cas d'usage qui vont faire en sorte que les gens, les individus ou les sociétés vont avoir leur propre wallet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir voir des cas d'usage se déployer de façon importante. Donc je suis plutôt pour l'optique que c'est une révolution. Il va y avoir des gros enjeux du régulateur. Je pense que
les écosystèmes qui vont être les plus dynamiques sur le déploiement du Web3 vont être ceux dans lesquels le régulateur est vraiment en avance. Donc il a une forte responsabilité dessus, parce que je pense que le jour où ça partira, on va certainement avoir l'émergence de gros acteurs comme on a eu avec les GAFA, et je pense que ça, ce ne sera pas forcément fini, parce que les GAFA aussi, c'est de l'influence qu'ils apportent et de la visibilité au-delà du partage de valeur. Je pense que la valeur sera mieux partagée, mais voilà. Donc, merci beaucoup. Je te redonne la parole, cher Tanguy. La même question, est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est une utopie en quelques mots? Définitivement pas une utopie, puisque en réalité, je pense qu'on est déjà assez proche dans le concept du Web 3.0, puisque Internet est déjà une immense place de marché, et certains utilisateurs sont déjà capables de valoriser leur propre contenu à travers YouTube ou utiliser le nombre d'abonnés qu'ils ont sur les réseaux sociaux pour ensuite faire de la publicité et se faire rémunérer par des grandes marques, ou utiliser leur talent dans les jeux vidéo également pour générer du trafic et faire de la publicité. La révolution qu'apporte le Web 3, parce que c'en est une, c'est d'apporter plus de transparence sur cette place de marché, en permettant à chacun de vérifier dans des registres publics et décentralisés comment se passent les transactions. Donc c'est une véritable révolution. Je pense qu'en fait, on est déjà dans cette dynamique. Et je pense que cette révolution va aussi conduire à l'utilisation, un usage plus fort des blockchains publiques. Et c'est pour ça que chez Goin, on a été convaincus par les actifs qui font fonctionner ces blockchains publiques et qu'on propose des solutions de gestion. Merci beaucoup, Tanguy. La même question pour toi, cher Cédric. Est-ce que finalement la révolution Web3 est une vraie révolution, est une utopie, ou c'est une utopie selon toi? Oui, non, c'est un débat philosophique. C'est une utopie de se dire que le Web 3 va faire disparaître le Web 2. Là, je rejoins Stéphane pour le coup. Le Web 2 a eu cet avantage d'apporter un certain nombre de technologies qui aujourd'hui ont un tel impact et une telle efficacité d'usage que ça ne va pas disparaître. Donc on n'est pas là en train de débattre autour du Web 3 va faire disparaître le Web 2, ça c'est sûr. C'est une révolution qui ne va pas non plus arriver demain. À nouveau, le Web 3, c'est récent. Je pense que c'est une révolution, c'est pas une utopie. C'est un terme qui est récent et c'est des changements en fait, qu'on est en train de mettre en place et qui, je ne vais pas revenir sur le sujet, on est tous d'accord, je pense, autour de la table, nécessiteront de toute façon une meilleure réglementation. Je suis totalement d'accord que Madame Michu doit être mieux protégée s'il faut demain qu'elle ait un wallet avec de la crypto à l'intérieur. Ça, c'est une évidence, ça, c'est sûr. Mais je reviens sur quand même aussi le côté révolutionnaire de l'utilisateur. Tu disais, Stéphane, tout à l'heure, tu n'es pas sûr que les gens le demandent de pouvoir potentiellement monétiser leurs données, mais deux exemples. Spotify, en 2021, c'est 7 milliards de revenus. Un artiste a gagné en moyenne $600 sur Spotify pendant cette année-là. Facebook, c'est 15 milliards de revenus publicitaires. Un channel, donc j'ouvre un channel sur Facebook, en moyenne j'ai gagné $405. Ces données sont publiques, c'est publié, c'est le dernier rapport, je le recommande à tout le monde ici. Lisez State of Crypto 2022 d'Andreessen Horowitz. Donc c'est des données qui montrent en fait qu'à la fin de la journée, la valeur, elle est capturée quelque part. Et on donne le chiffre juste des NFT 2021. Un créateur de NFT en 2021 a gagné en moyenne $175 000. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Ça donne quand même, à mon avis, un côté révolutionnaire aux choses. Merci beaucoup pour ton éclairage, cher Cédric. Donc, je vais réessayer l'exploit de vous faire faire en 2 minutes chacune, afin de conclure notre table ronde. Votre conclusion, cher Stéphane, et après je laisserai la parole. Alors évidemment, ça ne surprendra personne. Moi, j'y vois une utopie. J'y vois une utopie parce qu'en fait, on part d'en haut en disant le web par le peuple, pour le peuple, etc. Et puis on arrive à des intérêts mercantilistes qui consistent à dire comment je vais faire rémunérer pour ma donnée. Et donc à partir du moment où on baigne dans une philosophie mercantiliste qui imbibe la blockchain de bout en bout aujourd'hui et avec beaucoup de spéculation quand même, parce que le NFT, les gens ne les achètent pas pour la beauté des NFT. Enfin,
en tout cas je serais surpris, mais plutôt pour l'aspect mercantiliste et spéculation. Et c'est pareil pour beaucoup des actifs digitaux. Ce ne sont pas des choses qui sont là parce que je veux l'accrocher à mon mur, mais c'est plutôt parce que je vais gagner de l'argent. Cette philosophie mercantiliste qui imbibe la blockchain et qui imbibe le Web 3, aujourd'hui, moi, me dérange fondamentalement et me fait dire que, au titre de grandes idées sur le peuple, par le peuple, pour le peuple, on va finir par se retrouver dans une logique de mercantilisme, je n'ai pas d'autre mot, et donc je ne vois pas comment ça va se transformer en autre chose qu'en une utopie rattrapée par les intérêts commerciaux. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot, après on va laisser la salle et la scène à d'autres personnes. Quelle est ta conclusion, chère Elodie? Moi, ma conclusion, c'est une révolution. Pour moi, la blockchain, juste les valeurs intrinsèques de la blockchain proposent des solutions à des problèmes qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc pour moi, quand on parle d'une technologie qui est sans frontières, qui est beaucoup plus transparente, qui permet un échange de valeurs beaucoup plus fluide, qui permet de la confiance, aujourd'hui s'adresse à des challenges auxquels on n'a pas trouvé de solution. Donc pour moi, c'est une révolution. Bien évidemment, il va falloir parler d'interopérabilité, une chose qu'on n'a pas vraiment abordée avec le Web 2, avec la finance traditionnelle. Je ne suis pas maximaliste, je ne pense pas qu'on va passer dans un système où on va être complètement décentralisé, d'être un système complètement Web 3. On va parler d'interopérabilité et de permettre justement à ces réseaux et ces communautés de se développer. Et un dernier point simplement pour rebondir sur ce que tu disais, le Web 3 est open source. Aujourd'hui, la plupart des blockchains qu'on utilise sont publics. On parle de permissionless blockchains, ce qui permet pertinemment à la communauté de se développer et de s'impliquer. Donc pour moi, c'est une révolution. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les auditeurs et tous les participants de cette superbe table ronde. Merci à vous de votre attention. Merci à Finance et Innovation.